Bonsoir et bienvenue. Le Point reçoit ce soir professeur Magaye Gaye. Il est économiste international, ancien cadre de la Banque ouest-africaine de développement. Avec lui donc, nous parlons de ce fameux rapport du Fonds monétaire international et ses perspectives négatives pour 2024 pour le Sénégal. Professeur Gaye, bonsoir. Bonsoir, M. Faye. Oui, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci vraiment de nous avoir invités. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes économiste international, ancien cadre de la Banque ouest-africaine de développement. Alors, le Fonds monétaire international fait peur aux Sénégalais lambda avec ses perspectives, ce tableau qui décrit sombre. Mais est-ce que l'économiste que vous êtes est tout aussi alarmé et alarmé sur la question? Pas du tout, mais d'abord, laissez-moi saluer un peu vos téléspectateurs. Merci. Et vous remercier encore une fois pour cette invitation. Merci. Bien entendu, l'économiste que je suis n'a pas du tout peur par rapport à ce rapport. C'est le type de rapport que je dénonce depuis d'ailleurs très longtemps. Alors, c'est des rapports qui sont en général très alarmistes, mais qui souvent ont un seul objectif, soutenir la viabilité de la dette du Sénégal. La viabilité de la dette, donc faire en sorte que le Sénégal puisse rembourser le Fonds monétaire international. Alors, si vous voyez bien, prenons les cas. Il faut rappeler que le FMI travaille sur la base d'indicateurs macroéconomiques. La croissance, le déficit budgétaire, le déficit courant et l'inflation, en gros. Alors, sur la croissance, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que la croissance, pratiquement, est à bout de souffle, à 2,3% au dernier trimestre. Ouais. Mais je rappelle que le dernier trimestre, c'était le trimestre des autorités sortantes. Et d'ailleurs, dans le dernier rapport du Fonds monétaire international, l'avant-dernier même, alors ce risque avait été également soulevé par rapport justement au premier trimestre de 2023. Maintenant, ils sont en train de nous dire que faites attention parce que d'ici à la fin du deuxième trimestre, nous allons assister également à un plongeon beaucoup plus important encore de la croissance. Alors, déjà sur ce point, quand même, il y a quelques petits problèmes. Parce que, vous savez, la croissance, c'est quoi? C'est l'augmentation de la production. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, le Sénégal a réussi à être au-dessus des pays de l'UEMOA. Absolument. Parce qu'avec 6% quand même, et je pense que c'est quand même important, alors qu'on parle de 3,7%, si mes souvenirs c'est exact, en ce qui concerne la moyenne de l'UEMOA. Alors, sur ce point précis, ce qu'il faut dire, c'est que quand même, la croissance, malheureusement, pendant 60 ans, n'a pas été un indicateur important de développement. Le Sénégal fait encore partie des pays les plus arriérés en ce qui concerne l'indice de développement du PNUD. La pauvreté recule de manière assez lente. Donc il faut que le FMI réimagine d'autres formes, à mon avis, d'indicateurs. Ça, c'est le premier élément. Dès que ces indicateurs-là ne font plus foi. Non, ces indicateurs, si on voit l'historique, on considère que c'est des rapports rébarbatifs, des rapports très difficiles à lire, qui passent du coq à l'âne, investissement, croissance, ils reviennent sur l'investissement. C'est trop... Ça ne reflète pas la réalité économique des pays. Mais non. Vous savez que les perspectives de croissance, le Sénégal est un pays producteur de gaz et de pétrole. Absolument. Le Sénégal a de nouvelles autorités qui sont en train de travailler très dur pour redresser une situation qui était catastrophique, si je puis m'exprimer ainsi. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a, on y reviendra dans le débat, de belles perspectives de croissance. Maintenant, sur l'inflation, parce qu'ils ont parlé de l'inflation, heureusement là qu'ils ont dit que l'inflation tournerait autour de 1,5% pour l'année. Ce qui est quand même à saluer, parce que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en ce qui concerne l'UEMOA, parle de 3,7%, figurez-vous. En Afrique, oui, au niveau de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce qui veut dire que déjà, eh bien, la BCEAO montre que le Sénégal va faire mieux que les autres pays. Et ça, même le FMI le reconnaît, c'est très important. Ensuite, le déficit courant. Ils disent que nous allons atteindre 12,7%. 12,7%. En ce qui concerne le déficit courant, quand même, je pense que c'est quand même en amélioration par rapport au trimestre passé. Le trimestre passé, on était à 18,8%. C'est-à-dire, donc, pour parler en termes clairs, le Sénégal fait mieux en termes de commerce extérieur. Le Sénégal vend mieux au niveau de l'extérieur qu'il n'achète auprès de l'extérieur. Donc ça, c'est un point également qui est fondamental pour les marchés. Et enfin, eh bien, en ce qui concerne le déficit budgétaire,
C'est là où le FMI semble dire que, oui, effectivement, ça se creuse. Ça se creuse parce que la situation des dépenses est telle que par rapport à l'arrivée des recettes, que si on ne fait pas attention, on va atteindre les 7,5% de déficit budgétaire au niveau, effectivement, de la gestion budgétaire de 2024. Mais tout ceci est à relativiser, parce que moi, je fais partie des économistes qui disent qu'on peut se passer du Fonds monétaire international. Ah ouais? Parce que depuis très longtemps, c'est les mêmes rapports, c'est les mêmes refrains. Les mêmes termes, finalement. C'est les mêmes termes. Ouais. Et pour quel but? C'est avoir plus de quelques 1100 milliards en termes d'approbation et en termes de déroulement d'un programme qui est actuellement en cours. Mais moi, je pense qu'avec un peu d'effort, le Sénégal peut trouver cette manne-là, au niveau, effectivement, avec une très bonne organisation. Parce que n'oubliez pas, M. Faye, que nous avons aujourd'hui plus de 720 km de côte. Nous avons 240 000 hectares ici, au niveau de la région de Saint-Louis, qu'on peut utiliser pour nos besoins de souveraineté alimentaire. Les Sénégalais sont très intelligents, machallah. Alors, pourquoi on ne met pas encore... Donc, pour vous, il faut engager des réformes Il faut engager des réformes et surtout, il faut progressivement essayer de quitter ce navire FMI, parce que ce rapport du FMI, moi, je trouve qu'il faut le mettre à côté pour pouvoir travailler désormais sur nos propres forces, essayer de régler nos problèmes économiques. Il ne faut pas accepter de se distraire sur ces rapports-là. Oui, parce que là, aujourd'hui, si vous voyez très bien, nous sommes pratiquement accrochés à ces rapports-là. Alors que si vous lisez très bien le contenu de ces rapports, vous allez voir que le Fonds monétaire international semble dire au gouvernement, vous êtes favorable à mon programme. Mais moi, j'aurais bien voulu que le fonds dise l'inverse. Que le gouvernement ne soit pas favorable à son programme. Non. Que le Fonds monétaire international vienne trouver des autorités qui déploient des ressources importantes du point de vue macroéconomique et économique, avec ces redditions des comptes, avec cette cure concernant l'assainissement par rapport aux ressources de l'État, avec la suppression du HCCT, du service, etc. Tout ceci, ce sont des mesures extrêmement importantes qui devraient permettre d'ailleurs au Sénégal d'engranger des économies, de pouvoir relancer la machine économique et, bien entendu, avec les perspectives favorables sur lesquelles peut-être on reviendra tout à l'heure, eh bien, de faire en sorte que notre pays puisse s'inscrire dans une très bonne dynamique de croissance. Et moi, je le crois effectivement. Oui. Donc, vous soupçonnez en tout cas des visées particulières, parce que ce rapport intervient dans un contexte où l'État prend des mesures dans la reddition des comptes. Vous l'avez dit, on peut la situation politique, dissolution du Parlement, on peut tout mettre en corrélation. L'économie rejoint ici le politique aussi. Mais absolument, absolument. Et d'ailleurs, c'est pourquoi dans un de vos confrères, hier, je leur ai accordé une interview dans laquelle je disais que le FMI me semble prendre de plus en plus des positions politiques. Ouais. Ça, je l'ai dit depuis au moins 6 mois. Alors, parce que déjà, moi, je les attendais dans un certain nombre de choses. Vous savez qu'ils avaient autorisé au dernier trimestre la possibilité pour le Sénégal d'aller s'endetter sur les marchés internationaux à hauteur de 600 milliards pour juste anticiper la crise politique. Mais moi, j'aimerais bien que le FMI nous dise: est-ce que ces 600 milliards avaient été utilisés en partie avant que l'ancien régime quitte, ou bien est-ce que ces 600 milliards se sont déroulés suivant, bien entendu, le canevas de la loi des finances? Par exemple, ça, je les ai interpellés à plusieurs reprises et je n'ai pas eu de réponse. D'ailleurs, c'est pourquoi, tout récemment, j'ai entendu le chef de l'État dire que oui, effectivement, il y a des dérapages même dans le tirage des ressources extérieures. Dans plusieurs domaines. Exactement. Comment est-ce que, à votre avis, le FMI, qui est garant du fonctionnement des finances publiques de manière générale au niveau des États, peut laisser ces dérapages-là se faire? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous avons 2 exonérations qui ont été accordées pour un montant de 230 milliards de francs CFA à deux agences économiques qui sont dans le domaine des mines.
Mais là, le FMI demande à ce que l'État revoie ses exonérations. Oui, ou bien mais à l'époque, le FMI, à mon avis, aurait pu quand même utiliser son entre-gens. Parce qu'ils ont un programme à exécuter. Parce que moi, je vous avais rappelé que je suis un ancien cadre de la BOAD. Mais en général, à chaque fois qu'on accordait des crédits, effectivement, aux États, il y avait un certain nombre de conditionnalités préalables au premier décaissement que les États étaient obligés de respecter. Donc, pourquoi le FMI a permis à l'ancien pouvoir, l'ancien gouvernement, de pouvoir accorder ces exonérations, sachant que ça venait, bien entendu, augmenter le déficit budgétaire. Donc ça c'est des questions qu'il faut aujourd'hui se poser, qui sont des questions... Ils ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité. Oui. Pour moi, d'ailleurs, c'est pourquoi, dans mes réflexions de tous les jours, je dis qu'il faut une obligation de résultat, une responsabilité de vigilance de la part de ces institutions de Bretton Woods pour les amener, bien entendu, à amener nos dirigeants, quels qu'ils soient, à respecter l'orthodoxie en matière de finances. Un exemple, juste pour terminer sur cet élément, je ne peux pas comprendre que des banques, soi-disant, de développement, accordent au Sénégal des montants très importants pour faire un bâtiment administratif qui n'est pas encore terminé, alors qu'on avait à côté ce qu'on appelle les sphères ministérielles. Ça se paye cash en matière de banque. C'est pourquoi... C'est un mauvais investissement. Bien entendu, c'est un mauvais investissement. Donc le problème de nos pays, c'est la qualité de la dépense publique. Ce sont, j'allais dire, des investissements hasardeux qui n'ont pas de retour sur investissement et qu'on est obligé de payer. Peut-être qu'on reviendra sur la dette. Absolument. Une dette colossale qui, d'après certains, avoisine les 80%. Imaginez-vous, 80% du PIB. Eh bien, une dette qui aujourd'hui, en matière effectivement d'équilibre au niveau des finances publiques dans beaucoup de pays africains, eh bien, tourne autour de 50% des recettes fiscales. C'est pourquoi je suis l'un des rares économistes à dire qu'aujourd'hui, une restructuration de la dette des pays en développement doit être mise sur la table avec courage. Il faut renégocier la dette, parce que personne ne va en parler. Pourquoi? Parce qu'on se dit que si on en parle, eh bien, on risque d'avoir des problèmes avec le marché. Mais aujourd'hui, tous les pays sont dans la même situation. On n'a pas été responsable par le passé dans l'utilisation de notre endettement. Ça nous poursuit. On ne peut plus aujourd'hui continuer à consacrer 50% presque dans certains pays donc des recettes fiscales, justement, juste pour payer en même temps le principal de la dette et le service de la dette. Donc quoi pour faire l'investissement? Donc pour vous, aujourd'hui, les nouvelles autorités ont un argument là, valable pour reposer cette question de la dette? Ils ont un argument valable parce que la dernière fois, hier, j'étais sorti un peu pour expliquer en quoi, effectivement, ce rapport soi-disant de Bloomberg sur les obligations de l'État... une agence de notation. Voilà, agence de notation n'était pas quelque chose de très alarmant. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je pense que ces nouvelles autorités, que je ne connais pas, hein, il faut le dire, hein, franchement, moi je vous avez toujours écrit sur la situation économique, vous êtes un observateur très averti. Exactement, mais je pense qu'ils sont en train de prendre des mesures courageuses pour redresser une situation qui est exsangue, mais ce que je leur demande, c'est de communiquer. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le président, M. Diomaye Faye, en a parlé, en disant que nous allons exposer à la face du monde les problèmes que nous avons. Pas de dérapage, le premier part d'État en ruine. Voilà, exactement. C'est l'exact état de la situation. Alors, déjà ça, il faudrait qu'on puisse communiquer. Mais dans un pays où on fait, comme on l'appelle en Wolof, du soulbouki, depuis des années, arrêter un moment de le faire, ça va être difficile. Mais il faut commencer à le faire progressivement. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez-vous, M. Faye, nous avons 280 milliards à peu près de recettes mensuelles. Mais rien que nos salaires et notre service de la dette, ça pèse à autour de 240, voire plus le milliards. Fonctionnement, c'est énorme. Il reste très peu pour les frais de gestion, frais de gestion, l'investissement, comme vous le dites. Mais comment un pays peut se développer avec ça? Donc, il faut des mesures de restructuration. D'ailleurs,
lorsque, après le Covid, le journal Le Monde m'avait interviewé, j'avais dit que ce qu'il fallait au Sénégal, ce n'était pas des plans de relance, ni aux pays africains. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle des mesures de redressement interne. Je vous donne l'image d'un seau troué. Ce seau est en plastique depuis les indépendances. Il est troué, mais il faut le remplacer par un seau en fer durable. Ça veut dire qu'il faut prendre des mesures pour restructurer. Ce seau troué, c'est un véritable tonneau des Danaïdes. Hein. Évidemment. Pas de fond, ça ne se remplit jamais, quoi. Mais évidemment, c'est pourquoi il faut changer ce seau-là. Il ne faut pas le rapiécer. Absolument. Mais moi, en tant qu'économiste qui a passé plus de 20 ans à l'international, à la BOAD, comme vous l'avez rappelé, au FAGAS, Fonds africain de garantie et de coopération économique, nous avions l'habitude d'aller évaluer les gouvernements, d'aller évaluer les projets. Mais ce que j'ai vu avec ces nouvelles autorités, je vous assure que ça me rassure beaucoup. Ça vous rassure? Ça me rassure, je vous assure que ça me rassure parce que déjà, elles n'ont pas souhaité aller vers le chemin de la facilité. C'est ça qui est mauvais. Et le rebond qui a été levé, les acteurs, il y en a qui ne sont pas d'accord pour cette option. Donc, ils estiment qu'il ne s'imposait pas, que ça a fait que... Alors, ça s'est imposé pour une raison très simple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en Wolof, le Sulbuki, retenez bien cet argument-là. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, vous êtes un père de famille, vous venez, vos enfants n'ont pas de quoi prendre le petit déjeuner. Est-ce que vous allez vous imaginer à refuser une dette? Non. C'est ce qui se passe avec eux, avec elles, du moins ces autorités. Elles sont venues, elles ont trouvé une situation exsangue, premièrement, et je dis qu'elles doivent communiquer dessus. Absolument. Maintenant, cette situation exsangue est telle que il faut aller continuer la spirale de l'endettement pour repayer des échéances arrivées à maturité, pour également faire ce qu'on appelle du reprofilage de dette. D'ailleurs, c'est ce que dit le FMI en disant qu'il faut une gestion active-passive. C'est-à-dire, vous allez emprunter sur une durée beaucoup plus longue, avec des durées beaucoup plus, des taux beaucoup plus convenables, pour essayer de payer ce que vous avez emprunté de l'autre côté, qui était vraiment extrêmement cher. Ça vous permettra de soulager un peu. Mais ça, c'est donner de l'aspirine. C'est pas fiable, quoi. C'est pas fiable. C'est donner de l'aspirine à quelqu'un qui a du diabète. Il faut des traitements en profondeur. Il faut une restructuration globale de notre économie. Il faut une restructuration de notre endettement, mais pas seulement négocier du côté du point de vue du Sénégal, mais du point de vue global de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Moi, je pense que si on le fait, on pourra bien entendu commencer à respirer. Un autre dessin en nommé. Bien entendu. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on revient sur la dette, est-ce que la dette du Sénégal est soutenable aujourd'hui? Alors, je m'amusais tout à l'heure à lire l'avant-dernier rapport du Fonds monétaire international, avant que les nouvelles autorités ne viennent en place. J'avais trouvé que c'était des rapports un peu étonnants lorsqu'on nous disait que la dette du Sénégal était soutenable. Non, là, c'est de la dette du Sénégal. Le Sénégal n'est pas soutenable. Comment pouvez-vous avoir un ratio dette sur PIB de plus de... Moi-même, je dirais 80% environ. Les gens disent 73%, mais ils n'intègrent pas les collectivités territoriales, les collectivités locales. Mais si vous avez tout ça qui est sous la coupe de l'État, vous allez vous retrouver avec 80% d'endettement, ce qui est quand même excessif aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la capacité à rembourser votre dette, mais c'est analysé par les bailleurs. Or, vous avez des recettes fiscales sur lesquelles vous consacrez presque 50%, en tout cas bientôt 50% à l'endettement, y compris le principal et les intérêts. Moi, en tant qu'économiste, je ne peux pas dire que cette dette, elle est soutenable. Elle n'est pas soutenable. D'ailleurs, le FMI ne parle plus de dette soutenable. Au contraire, le FMI nous dit, allez voir vos subventions, eh bien, supprimer le cas du Sénégal. Exactement, supprimer les subventions, surtout contre l'énergie, rationaliser les exonérations fiscales, etc. Mais tout ça, c'est pour avoir plus de marge budgétaire, de manœuvres budgétaires, comme ils le disent, pour pouvoir, bien entendu, repayer facilement les échéances arrivées à maturité. Or,
endettement a servi à financer quoi? Des autoroutes qui n'ont pas de grande portée au plan économique, des centres de conférences qui ne nous rapportent absolument rien, des réfections de buildings administratifs qui aujourd'hui sont à l'arrêt. Comment pouvez-vous payer dans un tel contexte? Il est vrai qu'il y a la situation internationale, mais nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Et je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal doit se regarder en face pour dire quelles sont les erreurs qui ont été commises et comment faire pour les redresser. Comment faire? Et surtout, quels sont les secteurs vers lesquels on doit aller pour rectifier un peu la trajectoire? Parce qu'il faut bien que vous nous parliez des perspectives pour 2024. Réellement, c'est quoi pour le Sénégal? Tout à fait. Alors, pour le Sénégal, mis à part ces mesures de toilettage, d'assainissement de l'économie, il faut savoir maintenant investir dans des domaines très rentables. Vous savez quoi? Le Sénégal aujourd'hui est un pays qui, en déficit commercial, c'est-à-dire la différence entre les recettes, c'est-à-dire les ventes à l'exportation et les importations, vous avez 3 000 milliards de francs CFA de déficit commercial. Mais ça, on importe plus. On importe plus qu'on exporte. Mais on aurait pu développer ici en interne des industries de substitution aux importations. Mais voyez-vous, M. Faye, il y a beaucoup de choses qu'on importe, qu'on aurait pu faire ici. Les ventilateurs, on aurait pu le faire ici. Les cure-dents. Regardez aussi le secteur de la transformation. Eh bien, nos mangues pourrissent un peu partout. Mais jusqu'à présent, on ne le fait pas. Mais pour cela, il faut que le gouvernement sache aussi qu'il y a des lobbies qui n'ont pas intérêt à ça, des lobbies économiques. Absolument. Qui, aujourd'hui, en relation avec des intérêts extérieurs, font tout pour freiner, justement, eh bien, ce qu'on appelle la production locale. Or, c'est cette production locale qui doit nous permettre aujourd'hui véritablement de sortir de cette situation. D'accord. Le Fonds monétaire est pessimiste pour le reste de l'année, mais pour vous, qu'est-ce que l'État, les nouvelles autorités doivent faire rapidement? Est-ce qu'une rectification de la trajectoire est possible d'ici pour le deuxième semestre de 2024 pour qu'à terme, on puisse arriver à la croissance de 6%? Alors, déjà, par rapport à la croissance, je suis l'économiste qui a toujours soutenu que les 10% qui étaient annoncés en 2023, ne seraient pas atteints. C'était vraiment excessif. J'ai écrit ça sur beaucoup de journaux à travers le monde. Mais pourquoi les États gonflent leur taux de croissance? C'est la question que certainement vous vous posez et que votre téléspectateur se pose. Mais c'est par rapport à des éléments budgétaires. C'est-à-dire les recettes et les dépenses. C'est-à-dire que plus vous avez un taux important, plus les recettes sont surestimées et plus vous avez la capacité de dépenser, même si après vous vous retrouvez un déficit très important. C'est irresponsable. Donc 10%, ça a été revu à 8% à la baisse par le FMI en rapport avec les anciennes autorités, ensuite à 7,1% et maintenant on nous parle de 6%. Alors, je vous dis que même si c'était extraordinairement vrai, 6% quand même, c'est toujours la même tendance qu'on a eu à voir par le passé. 6% qui est supérieur, certes, aux croix démographiques, mais une croissance qui est extravertie, parce que réalisée surtout par des intérêts étrangers, comment cette croissance-là peut permettre de faire réduire la pauvreté? Ça, c'est la question. Maintenant, pour le reste de l'année, on nous dit que oui, la croissance sera en berne. Oui, les perspectives sont sombres. Mais le FMI aurait dû dire sur quel ressort économique il se fonde pour le dire. Sur quel ressort économique? Parce que le Sénégal dépend d'un grand ensemble qui est mondial, qui est certes caractérisé par un certain nombre de crises, la guerre en Ukraine, mais également un certain nombre de problèmes, la guerre israélo-palestinienne. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le pétrole a commencé à baisser. Aujourd'hui, le pétrole est à $70 pour la première fois depuis 2021, sous la base, je parle du baril de Brent, ce qui est quand même un point très positif pour l'économie sénégalaise. Donc, le FMI allait trop vite en besogne. Mais par ailleurs, il estime qu'il y a un ralentissement de certains projets et programmes. Oui, vous savez, un ralentissement de certains projets et programmes, déjà, il faudra le prouver pour le moment.
parce que les bailleurs de fonds internationaux ont des cadences de décaissement qui sont programmées depuis longtemps. Donc je ne pense pas que, très honnêtement, qu'il y ait aujourd'hui un ralentissement dans la conduite, justement, des projets et des programmes. Parce que ce n'est pas lié aux mesures que le gouvernement avait prises dès lesquelles vos mesures, par rapport à la suspension dans le secteur du foncier, l'investissement, les infrastructures, la construction? Mais je pense que la tendance est beaucoup plus antérieure. Ouais. Vous savez, lorsque... il faut chercher les origines. Du côté de l'Ancien Régime, en ce moment-là, lorsque on supposait qu'il allait y avoir des problèmes politiques importants au niveau du pays, bien entendu, il y a beaucoup d'investisseurs qui avaient commencé à anticiper. C'est ce qui continue encore. Mais vous allez voir, à partir de septembre, en tout cas moi, d'après mes calculs, à partir de septembre jusqu'à fin décembre, vous allez voir, pour moi, que la machine va se redresser. Parce que nous avons le pétrole qui est là, nous avons le FMI qui, par rapport à sa voie internationale, nous dit que le Sénégal a fait des efforts très importants par rapport au GAFI, ce qui est quand même très important pour les investisseurs. Nous avons l'inflation qui est maîtrisée et le pétrole et le gaz qui font que nous avons des excédents, enfin, une réduction de notre déficit. Je crois que ça, c'est des points positifs. À vous entendre parler, pour vous, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, finalement, par rapport à ces rapports, par rapport à la marche économique du pays de manière générale. Qu'est-ce que vous dites aux Sénégalais et quels conseils donneriez-vous enfin, pas de conseils, mais selon vous, un dernier mot sur cette situation. Qu'est-ce que l'État devrait faire pour que les Sénégalais soient rassurés par rapport à... Voilà, je pense que la première chose, c'est que... Bon, et déjà, je ne vais pas me permettre de recommander à l'État ce qu'il doit faire. Mais je pense que l'État, aujourd'hui, en tant que citoyen, je dis que l'État est en train de prendre des mesures très importantes aujourd'hui pour redresser la situation. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, ceux qui ont peur, peut-être que c'est parce que le chef de l'État et son Premier ministre ne se sont pas encore exprimés. Pour dire, voilà la situation que nous avons trouvée. Le ministère de l'Économie et des Finances aussi, qui sont abonnés absents, voilà, exactement. Qui est là. Exactement. Mais tout ça, je le mets certainement dans une stratégie de communication globale. Pourquoi? Parce que eux, ils sont des autorités, parce que eux, tout ce qu'ils disent, ça va engager, bien entendu, le pays. Oui, mais là, quand même, c'est la conscience populaire qui est interpellée. Oui, vous avez raison. C'est pourquoi je vous dis... de perspectives sombres pour le truc, ça, c'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit que le chef de l'État, à mon avis, doit très rapidement sortir pour dire aux Sénégalais, voilà la situation que nous avons trouvée, très honnêtement, et voilà ce que nous entendons faire. Et d'ailleurs, ça, c'est le projet. Oui. Voilà. Mais pour vous, économistes, vous n'avez pas peur, hein? Moi, je n'ai pas peur. Et franchement, je pense que, encore une fois, sur l'inflation, on est bon. Sur le déficit courant, on est bon. Sur la croissance, on est mieux que les autres pays. 6% quand même. Mais pourquoi ça le plus élevé dans le plan macroéconomique? D'accord. Merci beaucoup, professeur Magaye Gaye. Je rappelle que vous êtes économiste international, ancien cadre de la Banque ouest-africaine de développement. Le point. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité.